On va passer à un petit moment table ronde. Du coup, Nicolas et Louise, vous êtes déjà présentés. Comme on n'est pas beaucoup dans la salle, je vous invite, si vous avez des questions, vraiment pas hésiter à intervenir. On se passera le micro, de toute façon tout le monde a un micro et on fera quelques questions, mais n'hésitez pas à lever la main et personne ne vous mangera. Voilà. Il y a des chaises libres si vous voulez intervenir. Euh, donc peut-être on va commencer. Louise, si tu veux, je vais peut-être reculer ça un tout petit peu, que vous nous verrez comme ça. Louise, si tu veux présenter un petit peu le concept d'écoféminisme, et on sera là aussi pour ajouter des informations, puisque le but de la discussion aujourd'hui, c'était de voir dans quelle mesure les problématiques de genre peuvent s'universaliser en fait en politique, dans la société en règle générale, et comment ils impactent notre façon de voir et d'interagir avec l'écosystème. Je te laisse commencer. Ok, on m'entend? Oui, je me rends pas du tout compte. J'ai juste une question. Est-ce que ici il y a des gens qui connaissent déjà très bien l'écoféminisme ou enfin, peut-être si vous connaissez pas du tout, vous pouvez lever la main. Non? Ok, donc Super. c'est utile de faire un petit. Ok. L'écoféminisme, c'est un terme qui est arrivé en 1874 ou 1875, 1900, pardon, euh, par Françoise d'Aubonne, qui a théorisé c'est plus une science qu'un moyen d'action, et c'est plus un moyen de compréhension de la situation climatique actuelle. Et donc c'est globalement l'idée de trouver des points de convergence et des axes communs entre les rapports de domination de l'homme sur la femme, donc le principe du patriarcat, et les rapports de domination de l'homme avec un grand H sur la nature. Et donc l'idée que ces rapports de domination sont liés à une logique de prédation de l'homme et que les deux sont totalement liés et l'un a un moyen d'action sur l'autre. C'est assez intéressant. Il y a je vous invite, si vous ne l'avez pas lu, à lire un livre de Emily H qui s'appelle Reclaim. Ça théorise assez bien le principe de l'écoféminisme. Donc le reclaim, c'est l'idée de réinventer en fait et de se réapproprier d'abord d'une partie l'histoire, principalement par rapport à l'histoire du patriarcat dans notre société, et de se réapproprier notre rapport à la nature, de réinventer tous nos rapports à l'idée que l'écologie et les gestes éco-responsables sont essentiellement liés à la place de la femme, à une place de femme au foyer dans l'histoire. Et donc c'est le principe. Pardon. On m'entend pas? Si, on m'entend. Ok. Et donc c'est un petit peu le principe du reclaim, qui est l'idée que toute action politique correspond à l'idée de se réapproprier ce qui ne convient pas en société et de réinventer complètement. Et je pense qu'il est aujourd'hui plus que nécessaire et urgent pour une action climatique utile et durable. Voilà. Et ça rejoint un petit peu ce que nous disait justement Yann Françoise avant son départ. En fait, c'est vraiment l'écoféminisme, ça invite à repenser ce qui est humain, ce qui est non humain, ce qui est de la nature, ce qui est de la culture. Là aussi, je vais vous faire une suggestion de lecture d'Escola, qui est un philosophe qui conceptualise justement cette séparation conceptuelle qu'on a établie entre ce qui est humain et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est naturel et ce qui est artificiel. Et en fait, l'écoféminisme questionne pas seulement ça, mais aussi dans quelle mesure cette culturisation de ce qui est créé par les humains entraîne aussi de fait une séparation des femmes et de la féminité de ce qui est vu comme bon en société en fait. Donc c'est vraiment pousser le féminisme dans les confins de notre philosophie, les confins de nos origines peut-être même religieuses, historiques, voilà. Et ça a énormément d'impact sur le quotidien.
Et si on veut agir pour changer justement notre rapport à ce qui est non humain, on a besoin de repenser ces rapports. Et donc là, ça m'emmène à Nicolas, qui a travaillé sur un projet très intéressant que je t'invite à nous présenter à tous et à toutes, par rapport justement, en fait c'est un guide de l'écoféminisme qui nous permet de voir concrètement dans la vie de tous les jours comment le patriarcat peut se manifester de façon néfaste dans nos rapports. Donc Nicolas, je te laisse présenter la genèse de ce guide, parce que c'est super intéressant, et éventuellement, si tu veux bien nous partager un peu son contenu. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Oui, donc tout à fait, comme tu dis, on a eu cette idée du coup l'année dernière en fin de compte. C'est vrai que cette idée est survenue en fait à la suite d'une conférence d'une de mes collègues justement, parce que ce concept d'écoféminisme était encore très flou justement lors des conférences, les gens avaient encore beaucoup de questions là-dessus, donc il fallait aussi, on avait cette idée de vulgariser en fin de compte le concept et la notion pour le rendre un peu plus concret en fin de compte dans le regard de chacun. Du coup pendant un an on s'est attelé à construire en fin de compte à réunir des domaines en fin de compte de la vie quotidienne, mais pas seulement, comme l'intimité, le rapport à l'art, mais aussi le rapport aux tâches domestiques. Et aussi, on a pris aussi un peu d'envergure en parlant par exemple de capitalisme, d'entrepreneuriat social. Et donc, en fin de compte, on s'est chacun concentré sur une de ces thématiques pour montrer les liens qu'il peut y avoir justement entre les différents rapports de domination, comme tu l'as dit. Parce que du coup, on n'a pas essayé de faire quelque chose de très théorique parce que ça a été largement fait. D'ailleurs, on a eu la chance d'interviewer Jeanne Bourcat-Goutal, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui, qui avait sorti l'année dernière du coup un livre super intéressant sur l'écoféminisme qui s'appelle Écoféminisme, théorie et pratique. Du coup, nous, on voulait vraiment en fait capter les jeunes en fait sur ce sujet. On a réalisé un sondage sur internet qui montrait justement que c'était une notion encore très floue pour certains et on voulait la démystifier au maximum. Donc on est parti sur ces thèmes-là qui sont sortis du sondage. Moi j'ai notamment travaillé par exemple sur les tâches domestiques et donc à travers des fiches et des fiches actions qui sont très courtes, qui durent 2-3 pages, on essaye justement de concentrer les principaux points d'action et surtout les principaux points de convergence entre la domination de l'homme, comme tu l'as dit, sur la nature et la domination de l'homme sur la femme. Super intéressant. Est-ce que tu peux juste nous en dire plus sur... Parce que là, tu as parlé Enfin, est-ce que tu pourrais nous détailler l'ensemble des thématiques que vous parcourez dans ce guide ? Alors, pour être honnête, en fait, on n'a pas du tout fait... un éventail ultra large. On a surtout choisi des thématiques sur lesquelles on était sûr d'être pertinent et selon aussi notre appétence et notre expertise. Exactement, notre expertise pour pas dire n'importe quoi. Donc on s'est surtout concentré sur un aspect économique, donc l'économie du foyer d'une part, sur laquelle je me suis concentré, mais aussi l'économie de manière plus conventionnelle, c'est-à-dire le capitalisme et le rapport avec le patriarcat. Également aussi sur un aspect intéressant qui a été étudié, le rapport à la ville et le genre, les mobilités au sein de la ville et comment elles sont aussi sujettes à des rapports genrés et également aussi l'aménagement au sein de la ville, qui est un sujet intéressant. Ensuite, on a trouvé aussi pertinent de discuter le rapport à l'intimité dans ce guide. L'intimité et surtout aussi la place de la femme en termes de leadership et de prise de position en tant que forme d'action publique en fin de compte. Donc ça a été largement évoqué aussi dans le guide, notamment, et puisque en fin de compte, comme j'ai dit, on fait partie de Climate, et c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a énormément de problèmes de leadership justement dans ces conférences internationales. D'ailleurs, par exemple, un petit chiffre là que j'ai balancé, à la COP26, il y avait seulement 35% de femmes dans le total des délégations. C'est vrai que ça laisse beaucoup moins de marge, et j'ai dit seulement les délégations, et là on n'est pas encore sur des
des top positions dans les délégations. Et c'est ça encore qui manque et qui doit être ajouté aussi dans les plans d'action sur le genre qui est en train d'être revu, du coup, comme nos collègues l'ont dit en visio. Du coup, il a été intéressant pour nous aussi de revenir sur ces concepts de politique et de leadership et de la place de la femme aussi dans ces dynamiques. Super. Ça me fait penser du coup à Louise, tu as aussi une expertise dans l'écoféminisme par les organismes pour lesquels tu as travaillé, notamment un qui parlait de la place des femmes dans l'agriculture et dans la place qu'elles avaient sur la santé du foyer. Est-ce que tu peux nous en dire plus et sur ton expérience et sur ce sujet ? Oui, je peux. Alors j'ai travaillé c'est pas tellement, enfin si ça touche quand même assez à l'agriculture. J'ai travaillé chez Amref Health Africa, qui est l'ONG leader africaine en santé publique et qui se concentre principalement sur la thématique des femmes qui sont les plus représentées dans le milieu sanitaire, dans le milieu du foyer, de par l'histoire patriarcale dans ces territoires. Et donc c'est assez intéressant de se rendre compte que tout est très très lié. Je sais que notamment, je pense que j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est entre 60 et 80% des cultures vivrières qui sont tenues par des femmes dans le monde, ce qui est quand même énorme. Et donc c'est pour ça qu'on parle toujours de l'idée des femmes en première ligne. C'est ce qui sort le plus dans les grands titres. Dès qu'on parle de la situation climatique, et c'est l'idée que c'est les premières qui sont victimes de la rareté de l'eau, des questions d'assainissement, de l'appauvrissement ou de la destruction des sols. Et donc on pourrait se dire a priori que ça ne concerne pas particulièrement une histoire de féminisme, et en fait totalement, car dans ces pays et dans ces territoires, l'eau c'est quand même le besoin principal, et donc les filles, plutôt que d'aller à l'école ou plutôt que de se consacrer à tout ce qui est empowerment et de se dire qu'elles ont le droit à un autre futur, sont complètement obnubilées de par leur mère, l'idée de revenus. Moi par exemple, j'ai travaillé beaucoup sur la thématique de l'excision et du mariage forcé, qui est pas forcément tout de suite directement lié, mais qui a un lien déterminant, parce que une jeune fille qui va se retrouver à devoir aller faire 3 heures de marche pour un puits, ou qui va se retrouver à devoir travailler d'autant plus pour que les sols soient à nouveau utilisables, on va dire. Ça change en fait son avenir, ça change sa vie, ça change la vie de sa famille, de ses enfants. Donc c'est des thématiques qui sont je trouve totalement interdépendantes. Et donc je sais qu'on peut en parler aujourd'hui aussi. Enfin, je parle beaucoup des pays du Sud parce que j'ai travaillé dans des organismes qui malheureusement s'attaquent davantage aux problématiques dans ces pays-là, mais on peut aussi remarquer que même en France, la thématique dans les domaines du soin, les domaines sanitaires, c'est aujourd'hui beaucoup des femmes qui sont représentées, ou en tout cas dans des... elles n'occupent pas forcément toujours les postes hiérarchiques les plus élevés. Donc, et certains me diront oui, mais c'est en train de changer. Et c'est en train de changer, mais le changement est peut-être un changement qui doit être urgent, je pense. Ce qui est assez intéressant en fait, c'est que d'un côté et de l'autre, on a deux aspects différents de comment se manifeste l'écoféminisme concrètement. D'un côté, on va dire très grossièrement dans les pays du Sud, mais on peut parler des communautés autochtones, on peut parler aussi de pays avec moins de revenus ou de familles avec moins de revenus. Dans ces cas-là, ce qui est très intéressant, c'est que les recherches montrent que les cultures vivrières, donc celles qui permettent au foyer de se nourrir, sont principalement maintenues quand c'est des femmes qui gèrent, en fait, des femmes qui sont leaders de la parcelle, ce qui est très rare en termes de propriété, alors qu'en fait les cultures de rente,
donc qui ne donnent pas de la nourriture directement au foyer, mais plutôt qui permettent d'avoir de l'argent, mais du coup pour racheter d'autres aliments et donc ne pas avoir de souveraineté alimentaire finalement, c'est plutôt fait par des hommes. Donc ce qui est intéressant dans ce sujet écoféministe adapté aux pays du Sud, c'est pas qu'il y en a un qui est mauvais, un qui est bon, c'est juste de voir qu'il y a des dynamiques et que, en fait, de par ce prisme écoféministe, on peut les comprendre et éventuellement réadapter pour aller vers quelque chose qui est plus souhaitable, à la fois pour la parcelle, la culture, la famille, mais aussi en termes de société, financièrement et donc à l'échelle d'un État. Tu voulais rebondir ? Oui, je pense à une pionnière de l'écoféminisme qui s'appelle Vandana Shiva et qui parle totalement de ça, de cette idée qu'aujourd'hui on est dans une culture de rente et on n'est plus dans une culture simplement pour se nourrir et pour satisfaire nos besoins primaires. Et donc ça rejoint totalement cette idée aujourd'hui de capitalisme écocide qui régit totalement la société. Je sais que on peut trouver un lien par exemple avec l'idée de finance éthique et qu'aujourd'hui, quel que soit le changement qu'on veut produire dans la situation climatique, tout est question d'économie, tout est question d'argent au final. Et donc elle explique totalement cette idée que l'homme, que ce soit par rapport à la nature ou par rapport aux femmes, est aujourd'hui dans une logique de prédation, de surprofit, de domination et perd totalement cette idée de retourner aux sources, de retourner à la nature et à ce dont on a principalement besoin. Et donc je sais que Vandana Shiva parle énormément de ça et je pense que c'est ce qui est aujourd'hui un grand problème. C'est l'idée de répartition des ressources et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve à avoir des dominations assez réductrices et assez graves entre les pays du Nord et les pays du Sud qui d'ailleurs sont totalement sous-représentés à la COP aujourd'hui. Donc voilà. Juste pour rebondir par rapport à cette idée aussi de retour aux sources, je pense qu'il y a un réel intérêt à valoriser justement cette proximité à la fois avec la communauté et à la fois avec l'environnement dans lequel on est. En fait, pas forcément voir le fait que des femmes fassent des cultures vivrières, pas forcément voir que c'est quelque chose de moins technologique ou de moins adapté. En fait, dans un contexte actuel, réel de crise climatique, si on fait des cultures vivrières, alors on fait des cultures qui sont adaptées au climat, des cultures qui sont adaptées à l'irrigation qu'il y a sur place, à l'eau. Ça fait qu'on a une biodiversité plus importante. Par exemple, si on habite au Sénégal, au lieu de cultiver du riz, que dans certaines régions, on peut faire du mil, on peut faire du sorgho. Il y a énormément de céréales qui existent. Donc en fait, l'intérêt ici, dans l'écoféminisme, c'est vraiment de ne pas voir des petites parcelles comme quelque chose d'ancien, mais au contraire de se réapproprier, encore une fois, à la lumière de ce concept, des connaissances qui étaient faites traditionnellement par des communautés matriarcales ou par des femmes, ou voilà, mais de se le réapproprier en tant que nouvelle partie de l'humanité, à la fois homme, à la fois femme, à la fois mondialisée et à la fois locale. Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à... Ouais, je veux bien juste rebondir 2 minutes. Ouais. Je ne suis pas du tout une experte en communauté autochtone féministe, mais je pense que ça reflète totalement l'exemple qu'il nous faut et qui est l'idée qu'aujourd'hui, c'est absolument pas impossible de vivre en accord entre l'homme et son système actuel et la nature. Et les communautés autochtones sont des communautés qui ont réussi, qui vivent en accord complet avec la nature et qui sont majoritairement représentées donc, par des femmes. Et je pense que c'est quelque chose à prendre comme un point de vue assez optimiste pour la situation et je pense un exemple à suivre. Oui, tout ce à quoi vous faites référence me fait penser justement à toutes les dynamiques du Caire justement. Et justement, pour rebondir à ce que tu disais, à réintégrer ces notions, il faut aussi justement revaloriser ces métiers du Caire. Ces métiers du Caire qui sont très importants justement pour la gestion
pas simplement du foyer, mais de la communauté en fin de compte, et donc de notre société en tant que telle. Et ça passe notamment par ça, et du coup, il faut aussi qu'au niveau international, les ambitions et les plans soient à la hauteur de cet engagement. Par exemple, on voit que, c'est un chiffre que j'ai vu tout à l'heure, il n'y a que sur le total des financements internationaux destinés au support lié au dérèglement du changement climatique, il n'y a que 0,01% des financements qui sont dédiés aux plans qui conjointement prennent le genre et le climat en tant que tel. Ce qui est très compliqué justement, comme vous l'avez dit, parce que justement sur le terrain, on remarque que ce sont les femmes qui sont le plus touchées par le dérèglement climatique, justement parce qu'elles sont en charge de ces métiers du care. Elles sont en charge par exemple de l'alimentation, de la bonne gestion du foyer. Et justement, c'est là-dessus, en fin de compte, que le changement climatique aura le plus d'impact. Et donc, en fin de compte, les politiques d'adaptation et d'atténuation doivent aussi passer par une revalorisation des métiers du care, mais aussi d'être justement centrées et valorisées sur ces femmes en justement valorisant ces métiers du care. Sinon, on fonce dans le mur. Non, et puis pour avoir un petit chiffre, je sais que ONU Femmes a fait, bon, je prêche un peu pour ma paroisse parce que j'y travaille, mais ONU Femmes a fait une étude il y a quelques années, je n'ai pas l'année exacte, par rapport à 45 pays les plus pauvres, on va dire, les plus démunis. Et donc, dans cette étude, on a remarqué que 67%, dans 67% des ménages, la question de l'eau était totalement consacrée à la préoccupation de la femme, donc principalement une femme au foyer la plupart du temps. Et je sais qu'on peut aussi penser aux chiffres assez frappants, qui est l'idée qu'aujourd'hui, 70% des femmes représentent, 70% des personnes vivant avec moins de $1 par jour sont quand même des femmes. Donc je sais qu'en ce moment, chez ONU Femmes, on travaille pour un projet à Haïti depuis le nouveau tremblement de terre qui est arrivé en août dernier. Et donc la boucle est bouclée puisque ça complète totalement le tremblement de terre précédemment en 2010. Et on le voit principalement que les femmes sont les premières impactées, et l'idée c'est qu'elles soient les premières mobilisées, car c'est celles qui sont victimes en première ligne de ce dérèglement climatique, de tremblements de terre, et je pense que ce sera clairement pas le dernier. Et donc, encore une fois, je trouve que ces thématiques sont entièrement liées, et que pour que l'action climatique soit durable et utile, on ne peut pas oublier une partie entière de la population. Alors en fait, il nous reste 5 minutes, donc ce que je vous propose, c'est de faire un mini résumé de ce qu'on a dit, et je vous proposerai à tous les deux de faire des recommandations pour vous, pour faire des recherches, aller un peu plus loin si ça vous intéresse. Avec juste garder en tête en fait que l'écoféminisme, c'est un prisme théorique qui nous permet de voir d'un œil nouveau différentes problématiques auxquelles on fait face actuellement pendant la crise climatique, et en fait qui demande une revalorisation à la fois du care, à la fois des savoirs traditionnels, à la fois de notre mode de démocratie, puisque les communautés matriarcales et les communautés patriarcales n'ont pas du tout la même façon. En fait, les leaders ne sont pas du tout les mêmes genres de personnes. Qu'est-ce que j'ai oublié dans ce résumé ? Il y a aussi un impact économique principal. Comment on finance les travaux du care, qui sont les personnes qui ont moins de $1 par jour, et comment on fait en tant que société pour que ça se passe au mieux. Avec aussi un point important sur l'agriculture, comment on a sa souveraineté alimentaire dans un territoire qui est peut-être principalement touché par la crise climatique. Donc là, on avait déjà cité Descola pour voir le rapport entre nature-culture. Tu avais cité Jeanne Bourgatte-Goutel, ouais. Sur un an. C'est vraiment. Tu veux peut-être l'écrire ? Je ne sais pas oui, si on peut. C'est vraiment un livre très intéressant parce qu'il va condenser toute déjà l'historique de l'écoféminisme,
donc en termes de théorie, mais aussi en tant que pratique, et revenir justement sur les grands mouvements qui ont fondé ce concept, qui n'est pas seulement un concept qui du coup a été développé par Françoise de Bonne, mais qui aussi a été insufflé aussi par des mouvements comme le mouvement Chipko, comme tu as dit, par Madame Shiva, mais aussi le Green Belt Movement dans les années 80, ou aussi le mouvement des Women's Pentagon pour justement le problème nucléaire aux États-Unis. Donc ce livre est aussi une pépite aussi pour appréhender de manière précise et concise ce concept d'écoféminisme. Donc je vais pouvoir le noter dans le chat si vous voulez. Le titre, c'est Écoféminisme, théorie et pratique. Ah non, ça c'est Jeanne Burgat-Goutal. Je l'écris. Alors Burgat, c'est B-U-R-G... Non, B-U-R-G-A-R-T, plus loin, G-O-U-T-A-L, Goutal. Moi, j'ai 2 recommandations à faire si tu... Ouais, je les prends. Tu as Reclaim de Emily H, qui est merveilleux pour théoriser tous ces concepts. Et moi, je vous ai amené un livre que j'adore, qui est un livre de Anna Maria Riccobono, et qui est très très beau en plus. Voilà. Et qui s'appelle L'écoféminisme en question, un nouveau regard sur le monde. Voilà, c'est Anna Maria Riccobono et Pascal Derme. Et ça... Parfois, l'écoféminisme peut faire un petit peu peur parce qu'on va tout de suite voir les livres de Françoise de Beaune qui sont quand même assez longs et assez théoriques. Et ce livre est très très bien pour vulgariser, si je puis dire, tout ce principe-là et le rendre beaucoup plus pratique dans les actions qu'on peut faire à notre échelle et dans notre quotidien. J'ai oublié, je fais de l'autopromo, mais du coup, il y a aussi notre guide de l'écoféminisme par GCC Gender and Climate Change qu'on a rédigé et qui est toujours disponible sur notre compte Ulule. Il faut juste aller sur notre page Facebook ou notre compte Instagram où vous aurez le lien Gender and Climate Change by Climate, du coup, où on évoque sur une centaine de pages justement cet enjeu sur différents topics, comme je vous l'ai dit, notamment... Voilà, la mobilité, la ville, mais aussi le rapport à l'intimité. Et on a 2 interviews super intéressantes justement de Jeanne dans le livre et aussi de Vincent de Beaune qu'on a réussi à interviewer, qui est du coup le fils de Françoise de Beaune et qui se charge justement de réunir en fin de compte et d'animer le réseau justement écoféministe mondial et qui justement travaille sur la mémoire du travail de sa mère. Il y a aussi un podcast à soi sur l'écoféminisme que je vous recommande chaudement, qui est assez intéressant. Et aussi, encore une fois, l'écoféminisme, c'est pas seulement bénéfique pour les femmes ni pour la société, c'est aussi une façon pour les hommes de voir dans quelle mesure leur écosystème interne a des formes de féminité et dans quelle mesure prendre ça en compte, ça peut nous permettre d'être mieux en fait, tout simplement en soi, dans son propre écosystème avant que ce soit l'écosystème plus général. Je ne sais pas si on s'arrête sur cette note poétique ou si vous avez des questions à ajouter. Non ? Super. En tout cas, merci beaucoup, c'était super intéressant. On a plein de recommandations. Donc n'hésitez pas à prendre des photos, c'est tout petit, peut-être il faudra que vous vous approchiez un peu de l'écran. Et sinon, venez nous voir. On ne va pas vous manger. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.